Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors les interprétations avec réduction physique de la fonction d'onde sont des interprétations qui ont initialement été créées par Ghirardi, Rimini et Weber et qui ont connu un certain succès. Ils connaissent encore un certain succès. Ils ont soulevé un problème que nous avons déjà vu, le problème des résultats définis, à savoir que la mécanique quantique, lors de son évolution, prévoit toujours des états superposés et ne devrait pas donner des résultats définis. Et quand on fait des mesures, on a toujours des résultats définis. Et il relevait que la réduction utilisée dans l'interprétation instrumentale ou de Copenhague est incompatible avec l'équation d'évolution de la mécanique quantique. D'où l'idée de modifier l'équation d'évolution de façon à avoir une réduction qui se produit, donc une réduction physique due à l'évolution du système quantique. L'idée était d'introduire un mécanisme stochastique, donc aléatoire, qui frappe de manière aléatoire et provoque une réduction de la fonction d'onde à certains instants aléatoires. De tels instants étaient appelés des coups provoquant une réduction de la fonction d'onde. Une réduction doit forcément se faire dans un des états superposés, donc dans une base donnée, une base privilégiée. Étant donné que à l'échelle macroscopique, la base privilégiée est la base position, et que les résultats définis sont observés dans la base position à l'échelle macroscopique lors de mesures, ils ont naturellement utilisé la base position. On a donc une fonction d'onde qui dépend de la position x et du temps, et qui, en un instant ti donné, donc une série d'instants aléatoires, subit une réduction, donc on multiplie la fonction d'onde par une gaussienne concentrée autour d'un point, de façon à ce que la fonction d'onde ne reste plus notable que dans cette région et devienne presque nulle en dehors. La gaussienne ayant une largeur en position typiquement de largeur d. Les coups sont aléatoires avec une fréquence moyenne f. Donc la théorie introduit deux paramètres dans le phénomène. Il est clair qu'une telle situation supprime les états superposés permettant des résultats définis. Si on a ainsi un état superposé de deux positions, comme pour un état pointeur d'aiguille, ce mécanisme fait que le mécanisme stochastique agit sur l'état du pointeur qui se retrouve dans une position bien définie, de manière aléatoire. Notons qu'il y a également un paramètre dans la gaussienne que l'on règle, qui dépend en fait du carré de l'amplitude de la fonction d'onde, de façon à ce que l'endroit où la réduction physique se produit, en probabilité, corresponde aux probabilités quantiques habituelles. Pour un objet macroscopique, la situation est tout à fait semblable. Supposons un objet massif, rigide, composé de grandes n particules, qui peut se trouver en deux endroits, superposés. Donc on a les particules 1, 2 jusqu'à n, qui sont en x1, plus un état 1, 2 jusqu'à n, position en x2. Si à un moment donné, une particule, disons la particule i, subit une réduction brutale, en x1, disons, à ce moment-là, c'est cet état-là, cette composante-là qui est amplifiée, celle-là étant supprimée. Ce qui fait que toutes les particules se retrouvent alors concentrées en x1. C'est tout l'objet macroscopique qui se retrouve en un endroit précis. Comme il y a grand N particules, que chacune subit des coups aléatoires avec une fréquence f,
la fréquence est amplifiée, puisqu'il y a grand N particules, elle est amplifiée de grand N. Et donc pour un objet macroscopique constitué de milliards de particules, la réduction est quasi instantanée. On sait que la mécanique quantique, à l'échelle microscopique, se comporte avec ces états superposés qu'on peut vérifier par des mécanismes d'interférence. Il faut donc que la fréquence des coups ne soit pas trop élevée pour que on ait le temps d'observer de tels phénomènes. À l'inverse, dans le niveau macroscopique, il faut que ça agisse plutôt vite. Cela permet de régler les paramètres avec D typiquement de l'ordre de 10 exposant moins 5 cm, donc un dixième de millième de millimètre, et une fréquence de l'ordre de 10-6 coups par seconde. Donc pour une particule, un coup seulement tous les millions de secondes. Mais pour un grand nombre de particules, ça donne une fréquence beaucoup plus élevée, bien entendu. Cette approche est assez intéressante, assez séduisante, mais elle pose tout de même une difficulté. C'est lorsqu'on a des particules identiques. Lorsqu'on a des particules identiques, on doit appliquer des règles de symétrisation que nous connaissons pour les particules de Bose ou les particules de Fermi. Et la méthode stochastique précédente ne s'applique pas bien à ce cas-là. On l'adapte assez mal pour respecter ces règles de symétrie. Donc, il y avait deux possibilités. Possibilité de rajouter un paramètre supplémentaire au coût, de façon à garantir les symétries, ou bien alors, pour ne pas avoir encore un paramètre de plus, améliorer le modèle en passant à un modèle continu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de coût discret, mais une réduction progressive, bien qu'elle puisse être plus ou moins forte à différents endroits, de manière stochastique, mais sans à-coup. Ce modèle continu a été élaboré par Ghirardi et d'autres physiciens, et ils ont constaté aussi que la vitesse à laquelle ça devait se réduire était typiquement proportionnelle à la densité de masse. Ce qui est assez séduisant aussi, car ça donne un lien de ce phénomène avec la masse des objets. Et de là, un lien qui est presque immédiat avec la gravité, et donc une porte ouverte sur la gravité quantique. Ça explique sans doute le succès, du moins pour chez certains théoriciens, le succès de l'idée, de la théorie, qui séduit quelques théoriciens. Encore faut-il, si on fait ça, passer à des modèles relativistes. Là, c'est beaucoup plus difficile. Ça n'a pas encore abouti, malgré beaucoup de travaux. Il y a pas mal de difficultés, en particulier puisque que ça soit de manière continue ou par des coups, c'est toute la fonction d'onde qui est affectée. Elle s'amplifie en un endroit, s'atténue en d'autres endroits. Donc l'effet est instantané, il est non local. On montre que cette non-localité n'est pas gênante, pas plus qu'en mécanique quantique. Il y a rappelons-nous, il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement non local, transmission de signaux, et un aspect lié au caractère non séparable. Et c'est plutôt cet aspect-là qui est impacté. Donc, c'est moins grave. Il n'empêche que pour une formulation relativiste, c'est ennuyant. Et surtout, lorsqu'on développe des modèles relativistes, on tombe sur des divergences qui sont assez difficiles à éliminer ou à contourner. Donc, la théorie pose des difficultés techniques. Il n'y a peut-être pas d'impossibilité, mais malgré beaucoup de progrès, ça n'a pas encore réellement abouti, du moins à ma connaissance. Face à cette interprétation, il y a eu aussi des objections d'un certain nombre de physiciens. Alors, citons-en deux, qui sont en fait bénignes. On peut imaginer certains processus qui se distinguent au résultat final par l'émission de seulement quelques photons. C'est trop rapide, trop court et trop peu de particules pour que ce mécanisme de réduction puisse les impacter. Donc on a toujours des états superposés.
Mais il se fait que notre rétine est très sensible. Il ne faut pas beaucoup de photons pour voir quelque chose. En tout cas, si on est dans un noir total et qu'on reçoit ces photons, on les distingue. Et ça posait un problème, puisqu'on dit, ben voilà, la réduction physique a été imaginée pour avoir des résultats définis, et on peut tomber sur des cas où de tels résultats définis ne seraient pas observés. On aurait toujours les états superposés. Comme l'ont fait valoir les spécialistes de cette interprétation, c'est un cas un peu particulier, puisque là, on n'a pas d'appareil de mesure macroscopique avec une aiguille, etc. Ce qui sert d'appareil de mesure, c'est notre œil, notre rétine, avec des cellules remplies d'ions qui interagissent avec ces photons, et ça fait beaucoup de particules. Et la réduction peut parfaitement se réduire à cet endroit-là. Le mécanisme, on montre facilement que c'est suffisant pour produire la réduction physique. Attention, ça ne veut pas dire que l'observateur humain joue un rôle spécial. On n'est pas là dans les interprétations sur la conscience ou des choses de ce genre. Non, c'est juste un cas particulier où c'est notre œil qui sert d'appareil de mesure macroscopique. Donc, il n'y a pas réellement de problème en réalité. Une autre objection, c'est le problème des queues de fonction d'onde. Malgré les coûts, que ce soit coût discret ou continu, la fonction d'onde se concentre, mais elle ne s'annule jamais totalement. On peut essayer de changer la théorie pour dire on va faire en sorte qu'elle se concentre dans une certaine région et est totalement nulle ailleurs. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'une fonction d'onde qui se concentre a tendance à se disperser tout aussi vite. Et donc, on ne peut pas échapper aux queues de fonction d'onde. Donc même après cette réduction physique, il y a toujours une probabilité de trouver un objet macroscopique ailleurs que là où on l'attend. Par exemple, cette chaise, qui est à un endroit bien précis, pourrait, avec une certaine probabilité, être ailleurs. Certains ont objecté en disant que c'était un problème. Alors, d'autres ont dit, ben, attention, la probabilité est infime. On calcule aisément pour un objet macroscopique qui se concentre avec le mécanisme de réduction physique. Il y a typiquement un truc du genre, je n'ai pas noté le chiffre, je l'avais lu, 10 exposant 150. 1 sur pour la probabilité. Donc, 10 exposant 150, c'est 1 suivi de 150 zéros. Et c'est 10 exposant ce nombre-là. Donc c'est 1 suivi de ce nombre phénoménal de 0. Et c'est 1 sur cette valeur-là, la probabilité de le trouver ailleurs. Donc aucune chance. On pourrait répéter l'expérience en observant 1 milliard de chaises, et les observer et les fixer pendant des milliards d'années. On n'a aucune chance de les voir brusquement disparaître et se retrouver ailleurs. Et les spécialistes ont dit, oui, mais c'est quand même un problème, parce que quand on fait des propositions sur l'interprétation de la théorie, on doit arriver à des trucs du genre, par exemple, on a des particules dans des boîtes, et on doit avoir des propositions logiques du style, on a une particule dans la boîte 1, 2 particules dans la boîte 2, une dans la boîte 3, ou aucune particule du tout, voilà. Or, avec ces queues de fonction d'onde, ces propositions deviennent fausses. En fait, c'est pas vrai. Les propositions sont juste différentes. Les propositions peuvent être, on a une particule 1 dans la boîte 1, avec une probabilité quasi certaine, et une probabilité infime qu'elle soit dans une autre boîte ou ailleurs. Et dans ce cas-là, ça marche. Et vu que cette probabilité infime est tellement infime qu'on ne peut pas l'observer, ça marche très bien. Venons-en maintenant à des problèmes plus sérieux. Un des problèmes, je l'ai dit, c'est que la réduction est instantanée. Elle est non locale. D'où les difficultés avec la relativité restreinte. Avec la relativité tout court. Donc ça, c'est une difficulté sérieuse. On a introduit des paramètres supplémentaires et on a dû les régler finement pour échapper à l'expérience en réalité. Puisqu'à l'échelle microscopique, là où on fait des expériences avec la mécanique quantique, on n'observe pas la réduction physique. On n'observe jamais de réduction. À l'échelle macroscopique,
de la chaise, l'aiguille de l'appareil de mesure, on observe toujours des résultats définis. En fait, on observe pas la réduction, mais un bilan de cette réduction. Et donc, on fixe le mécanisme de réduction physique entre les deux, dans la zone intermédiaire, là où nos expériences échouent, parce que on est dans des systèmes avec des milliers, par exemple, ou des millions de particules, où il est très difficile de faire de calculs de mécanique quantique, mais également des expériences. C'est le domaine mésoscopique qui est très complexe. Et donc, on choisit des paramètres pour qu'on ne puisse pas observer cette réduction physique. C'est quand même assez gênant. Une théorie qui est bâtie de manière à ne pas pouvoir être vérifiée. De plus, on observe des phénomènes macroscopiques avec un grand nombre de particules, avec des superpositions quantiques. C'est typiquement le cas des condensats de Bose-Einstein. Lorsqu'un condensat de Bose-Einstein se condense, toutes les particules qui le composent sont délocalisées dans le condensat et apparaissent, prennent un aspect laiteux, ce qu'on appelle l'opalescence critique. Et cet état a tendance à se maintenir assez longtemps. Et on a beaucoup de particules dans le condensat, dans une taille assez grande, typiquement un petit flacon, dans un appareil de refroidissement, bien entendu, dans un cryostat. Et on n'observe pas cette réduction physique. Pourquoi eux y échappent-ils? Donc, ça, c'est une difficulté qui est quand même un peu gênante. Il y a un autre problème que j'ai constaté et qui n'est pas du tout abordé. J'ai parcouru pas mal de documents, ce point n'est jamais abordé. La réduction se fait dans la base position. Elle ne concerne pas le spin. Il n'empêche que quand on mesure le spin, on le trouve toujours dans un état bien précis, lui aussi. Prenons un état intriqué. Une particule, l'état spin vers le haut, deuxième particule spin vers le haut, plus le même spin vers le bas. Les deux particules spin vers le haut ou les deux particules spin vers le bas. Un état typiquement intriqué. Maintenant, une réduction physique se produit de manière stochastique. Par exemple, c'est la particule 1 qui subit la réduction. Et elle se retrouve, par exemple, dans l'état... elle se retrouve alors dans un état plus. En fait, normalement, la théorie de la réduction ne le dit pas. Il ne devrait pas y avoir d'état défini. Or, on l'observe toujours. Donc, supposons que, effectivement, la particule 1 subisse un état de réduction. Déjà, c'est embêtant, parce que la 2 le subit automatiquement. On se retrouve avec cette composante-là, et donc la 2 subit instantanément la réduction. Donc ça, c'est un problème. Et il y a pire. Puisqu'on doit avoir un résultat défini, ça doit se produire, d'après les théories avec réduction physique. On doit avoir une réduction dans un état défini, le résultat défini. Or, on arrive à faire maintenant des expériences avec des états intriqués, on en fait beaucoup, ça a beaucoup été étudié à cause de la cryptographie quantique, du calcul quantique, et on en a fait avec des fibres optiques extrêmement longues, et même avec des satellites sur plusieurs milliers de kilomètres. De quoi laisser largement le temps au flux de particules, en général ce sont des paquets de particules, assez nombreuses, de quoi laisser largement le temps à la réduction physique de se mettre en place. Ce qui fait qu'au final, ce qu'on mesure, est fréquemment des états déjà réduits. Donc, des particules dans des états spin haut ou spin bas prédéfinis au moment où on fait les mesures. Or, on sait que ça ne marche pas. Le théorème de Bell nous dit, dans ce cas-là, ça doit respecter les inégalités de Bell, et on sait que ça ne les respecte pas. Donc là, il y a un os. Il y a un os sérieux. Un autre point, on utilise une base privilégiée arbitraire, la base position. Mais on sait que il y a parfois des exceptions. Et de plus, on a un conflit avec la théorie de la décohérence. Qu'est-ce qui provoque la décohérence dans la base position? La réduction physique ou la décohérence, l'interaction avec l'environnement?
il est très difficile de marier les deux. Elles sont toutes les deux en conflit. En fait, elles donnent un même résultat parce qu'on a choisi les paramètres pour que ça soit comme ça. Et donc ça, c'est très problématique. Qu'en est-il de l'évaluation de l'interprétation? D'abord, elle modifie le formalisme. On a dit que ça, il fallait éviter. Deuxièmement, on introduit des paramètres supplémentaires. Dommage pour Occam. On a un problème avec les bases privilégiées. Et alors, pour ce qui est du point de vue pédagogique, ça nécessite, la maîtrise de cette interprétation nécessite une maîtrise approfondie de la mécanique quantique. On ne pourrait donc pas l'utiliser à la base pour apprendre la mécanique quantique. Elle n'est pas pédagogique. Et il faut en plus ajuster les paramètres de manière fine pour en quelque sorte tricher, pour ne pas pouvoir observer le mécanisme de réduction physique, puisqu'on ne l'observe pas. Et nous avons ce problème avec les états intriqués. 6. Donc, un score de 6. Donc, c'est un score relativement honorable. Donc, cette interprétation n'est certainement pas à rejeter. Toutefois, par rapport à ce que notre objectif ici, notre objectif est de comprendre la mécanique quantique, de l'interpréter, la mécanique quantique, pas une mécanique quantique modifiée. C'est une autre théorie, ce n'est pas qu'une interprétation. On modifie la dynamique de la fonction d'onde. On modifie l'équation de Schrödinger. Donc, nous ici, là c'est, à nouveau, je dis, les évaluations ne sont pas des jugements de valeur, ça l'est encore moins ici, mais vu que ça ne correspond pas à notre objectif, allez, on rajoute plus 5 à cause de ça. De plus, le problème d'intrication et du respect ou non du théorème de Bell est quand même quelque chose d'assez grave, pour lequel il n'y a pas de solution et je n'en ai pas vu, je n'en ai pas lu. C'est grave, ça. Et donc, plus 5 aussi. Parce que ça, dès que j'avais commencé les réductions physiques, je m'en étais douté. Je m'étais dit, ça se réduit dans un état à une position bien précise, on a donc des résultats avant mesure, et donc on a des résultats prédéfinis, ce qui va forcément poser problème. On obtient donc ici, au moins pour l'objectif que nous nous sommes fixés, un score de plus 16. Autant dire que nous ne suivrons pas cette interprétation, même partiellement. Mais certains physiciens adorent cette interprétation, notamment dans le cadre de recherche sur la gravité quantique. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous passerons à une autre interprétation. Nous passerons à ce qu'on appelle les interprétations modales. Je vous remercie.